l'Université de Nice. Sa présentation, c'est journaliste, une petite religion horizontale. Je dois changer les lunettes. Profit de aceste câteva clipe pentru a vă anunța că între ora 11 și ora 11:30 vom face o scurtă pauză de cafea la subsolul clădirii unde se găsește bufetul universității. Și după aceea o să mergem la lucrările de secțiuni în sălile 501, 601, 701. Folosim ascensorul din partea stângă. O să vă conducă colegii organizatori. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. Alors, l'objectif de cette présentation est de revenir d'abord sur la dimension sacrale du journalisme, de montrer en quoi la profession de journaliste est assimilable à un nouveau clergé séculier, avec ses pratiques et rituels spécifiques, et, comme c'est l'objectif du colloque, questionner l'impact du web participatif, notamment blog, réseaux sociaux numériques, sur la médiation symbolique journalistique, pour à la fin en tirer des conséquences sur la formation des journalistes. Alors, tout en le constat que dans la recherche en sciences de l'information et de la communication, il y a de nombreux travaux francophones, et surtout anglophones, sur la fonction symbolique des médias en général et du journalisme en particulier. Il y a aussi de plus en plus de recherches sur la médiatisation du fait religieux des organisations religieuses. En France, par exemple, le réseau de chercheurs Relicom, piloté par David Toulière, Stéphane Dufour, qui s'intéresse à ces questions. En revanche, plus rares sont les travaux qui mettent en évidence le fonctionnement particulier de ce que Rémi Rieffel appelait la tribu des clercs journalistiques. Dans le domaine plus spécifique des recherches en journalisme et journalism studies, dans le monde anglo-saxon, on tend à constater la persistance d'une tradition originelle, qui est celle de l'approche fonctionnaliste, qui tend à sous-estimer, voire évacuer la dimension symbolique du journalisme comme pouvoir spirituel sur lequel je vais revenir. Alors ça dépend des travaux fonctionnalistes, il y en a qui insistent un peu plus, mais dans l'ensemble, ils sont peu présents. Quant à la France, on constate la prédominance, toujours effective, d'une sociologie critique du journalisme, qui certes démystifie les représentations sociales véhiculées par les journalistes, je pense en particulier aux travaux de Jacques Le Goec sur les mythologies professionnelles des journalistes, mais sans toujours se situer dans le temps plus long de l'histoire, des idées et des croyances. Ce que précisément va faire le courant que je vais plus développer aujourd'hui, celui de la médiologie. Alors entre le médiologue et le journaliste, le divorce n'est-il pas inévitable? En effet, l'objet de la médiologie, alors est-ce une discipline, c'est un courant, un paradigme? J'aurais plutôt tendance, même si Régis Debray a voulu l'instituer en tant que discipline académique, ce qui lui a été refusé, à la considérer comme un paradigme fort en sciences de l'information et de la communication. Alors la médiologie, c'est l'étude argumentée des supports matériels et symboliques de la transmission. Alors précisément, on peut considérer cela comme paradoxal, parce que dans les années 90, Régis Debray, dans plusieurs de ses travaux, notamment Transmettre, a placé les journalistes du côté de la communication, de l'horizontale, de l'éphémère, de la dissémination spatiale, à rebours des représentants agréés des institutions, des longues et lourdes institutions chargées de transmettre des savoirs et des croyances dans la durée, en particulier les églises, les administrations, mais aussi les écoles, les partis politiques, les académies. Un changement de cap a été opéré par Régis Debray lui-même au moment de la guerre
en ex-Yougoslavie. Notamment les vagabondages de Régis Debray au Kosovo, printemps 1999, avant et après l'intervention alliée en ex-Yougoslavie. À cette occasion, Régis Debray s'est trouvé lui-même excommunié, je crois ce terme à dessein, a fait l'objet d'une excommunication médiatique qu'il a placé dans le camp du mal, contre celui du bien, symbolisé à l'époque par l'intervention militaro-humanitaire relayée par les médias sous forte influence de la communication de l'OTAN. À cette occasion, donc, a été publié dans la foulée un ouvrage qui s'appelle L'Emprise, qui actualise, 20 ans plus tard, les travaux de Régis Debray sur le pouvoir intellectuel en France. Le constat de Debray, c'est que les universités, les académies, les bibliothèques, les maisons d'édition, qui étaient les lieux du pouvoir intellectuel, du pouvoir instituant des intellectuels, a cédé la place aux newsrooms des entreprises médiatiques. La thèse centrale de son ouvrage L'Emprise est ainsi que, contrairement aux apparences, les journalistes sont aussi des vecteurs de la transmission culturelle et symbolique. Et en ce sens, ils représentent une forme inédite de cléricature, qui doit beaucoup aux anciennes, notamment l'Église catholique romaine, sur laquelle je vais revenir, mais qui a aussi ses particularismes. Donc, les questions que je pose, c'est avec l'avènement du web participatif, les fonctionnaires du sacré social que sont les journalistes ne perdent-ils pas leur monopole légitime, celui de dire le bien? Et si oui, assistons-nous à une recomposition du pouvoir symbolique, et dans quel sens? Donc je développerai 3 hypothèses, bien sûr à valider par des travaux empiriques, mais là je me bornerai, dans une séance plutôt introductive, à développer ces hypothèses. D'abord celle de la désacralisation, c'est-à-dire que le développement rapide et massif de la blogosphère et des réseaux contribue à remettre en cause la médiation symbolique journalistique. La deuxième, celle de la resacralisation, c'est-à-dire que le sacre des journalistes est bien remplacé par le sacre de l'amateur, le sacre du citoyen ordinaire, bref, le sacre des fidèles. Et troisième thèse, celle de la mystification, développée notamment par notre collègue Sorine Petrov, avec lequel a travaillé Stéphane Batossine, c'est que derrière la masse des anonymes du web se profilent de nouveaux professionnels de la légitimité, les curateurs, les influenceurs, les community managers. Et parmi ces professionnels de la légitimité sur le web, les journalistes eux-mêmes. Donc c'est l'idée d'une reconquête du pouvoir symbolique par les journalistes sur le web. Alors les journalistes d'abord comme nouvel ordre séculier. Alors d'abord, Debray et d'autres constatent un contexte favorable à ce nouveau pouvoir spirituel. Ça a été dit par Stéphane Batossine, un déclin de la légitimité morale des institutions traditionnelles telles que la famille, les écoles, les syndicats, mais aussi les partis politiques et même les autorités administratives indépendantes, type les médiateurs de la République par exemple, en France. Déclin du pouvoir politique, effectivement, dans la démocratie libérale, qui, comme le dit Debray, à état fort, clergé faible, à état faible, clergé fort. Lorsque la politique déçoit, me dit-il, la morale console et souffle dans les voiles du pouvoir spirituel. Dès lors, le journaliste fait foi et fidélise. La justice dit le droit, le Parlement dit la loi, et donc le journaliste dit le bien. D'ailleurs, dans le Code du travail français, il existe une exception, celle de la clause de conscience. D'ailleurs, le Code du travail français donne aux journalistes effectivement une conscience, comme si c'était les seuls salariés à en avoir une. C'est le fameux principe d'autorité de la chose médiatisée, comme en justice, dans le droit, on a l'autorité de la chose jugée. Le journaliste et chercheur Jean-Claude Guilbeault nous évoque cette autorité de la chose médiatisée. Alors, ce nouveau clergé, bien sûr, a des dettes vis-à-vis du plus ancien, notamment le clergé catholique romain. Et cet héritage est de fait non assumé par la profession journaliste. Au pays de la laïcité d'État, la profession journalistique s'est socialement constituée en opposition au clergé religieux, en particulier les travaux des historiens comme François Furet ou Pierre Nora, avec un moment clé qui est celui de la Révolution française. Et les journalistes français, vous le savez, en ont conservé une tradition anticléricale forte que vous retrouvez dans des hebdomadaires satiriques. Ici, vous avez le 420 où nous avons le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, qui ne manquent pas, à travers leur caricature et leur texte, d'être dans une attitude de défiance assumée vis-à-vis, en particulier, du clergé catholique. Et plus largement, cette défiance est globalement partagée effectivement par les acteurs médiatiques dans un pays comme la France, où le clergé catholique, ça a été dit par certains de mes collègues, est assimilé le plus souvent à un monde archaïque et clos, en décalage avec son temps, et surtout perméable aux pires turpitudes
corruption au plus haut niveau, pédophilie au plus bas niveau. Donc, pas de reconnaissance de dette du nouveau clergé vis-à-vis de l'ancien, au contraire une ingratitude qui tend à se manifester assez nettement. Et pourtant, on avait bien un nouveau culte assumé effectivement par ce clergé. Les offices, les liturgies, le journal comme prière du matin, ça a déjà été dit il y a longtemps par Hegel, le journal télévisé comme grande messe dans les années 60 par Edgar Morin, les sacrements, communion, confession, le confessionnal médiatique, vous le connaissez, on l'a vu lors de la dernière campagne présidentielle en France, il a marché particulièrement bien. Les professions de foi médiatiques aussi, après qu'on ait péché, il est temps de se racheter devant tout le monde. Les processions et pèlerinages, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus, dans le groupe Polycom en France notamment. Et aussi, Debré insiste bien là-dessus, les pratiques d'inquisition, qui condamnent le prévenu au silence médiatique comme nouvelle forme d'inexistence sociale. Parce qu'on n'existe pas dans les médias, on n'existe pas tout court. Et quelle est la matière de ce culte? Eh bien, c'est le fait, l'information. Bruno Latour parle du culte des dieux fétiches. La religion du fait, qui est très présente dans les médias anglo-saxons, mais aussi présente dans un pays positiviste comme d'autres. Ce qui informe est aussi ce qui enferme, nous renferme dans notre monde propre. Et Daniel Bougnou, qui a poursuivi les travaux de Debré, évoque ce principe de clôture cognitive. L'information n'est pas forcément ce qui nous ouvre à l'universel, elle aussi ce qui nous renferme, et ce qui nous rassure, ce qui nous réassure même, et nous préserve dans notre clôture. J'emploie ce terme de clôture parce qu'il renvoie aux moines, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez fort. Sauf que là, il s'agit d'une clôture cognitive. Alors, ce nouveau clergé, il a ses handicaps et ses atouts. Outre ce que Debré appelle son handicap métaphysique, c'est-à-dire certains déficits de verticalité, ce nouveau clergé ne bénéficie pas de la même expérience. Bon, les journalistes, ils ont quand même, effectivement, à peu près 5 siècles d'existence. Malgré tout, ils ne bénéficient pas de la même expérience forgée dans la durée que leurs prédécesseurs, ce qui les rend plus prompts à trancher de tout et dans l'absolu, en manquant souvent ce qu'on pourrait appeler la prudence ecclésiale, qui a caractérisé notamment l'Église catholique romaine, pas toujours, mais dans l'histoire quand même. Malgré tout, ce clergé a aussi ses avantages, l'accessibilité immédiate, c'est-à-dire que l'autel est dans les foyers, il pénètre jusque dans les esprits aujourd'hui par les objets connectés. Le caractère plus distrayant et ludique, qui demande moins d'efforts et de génuflexion, et surtout l'universel. Et j'aime bien cette phrase de Debré. L'acoustique est assurée par la globalisation des psychogrammes, des ritournelles, des chagrins et des liesses. Et pourtant, effectivement, les points de comparaison ne manquent pas. Comme son prédécesseur, le nouveau clergé part en croisade pour le bien et excommunie ceux qui ne partagent pas les croyances. Il n'est pas fait non plus d'un bloc monolithique, et se montre capable d'autocritique en son propre sein. Il y a des journalistes critiques qui ne partagent pas le point de vue dominant. Il sait aussi mobiliser les énergies les plus vives de son époque, comme le clergé au Moyen-Âge. Il va mobiliser effectivement les intellectuels, les chercheurs, les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau qui passent de l'autre côté, qui deviennent journalistes ou rejoignent le pôle journalistique pour effectivement en faire une activité essentielle pour eux. Comme son prédécesseur, il bénéficie aussi d'un système d'immunité. Je pourrais développer longuement ce point, et revendique aussi une forme d'infaillibilité, et ça se traduit notamment chez nous par une quasi-absence de sanctions en cas de manquement à la déontologie. Et comme son prédécesseur, il couvre et emmaillote par ses réseaux la planète, en conservant malgré tout des particularités d'anciens diocèses. Alors, dans ce contexte-là, effectivement, comme j'ai dit au début, quel est l'impact du Web 2.0, des blogs, des réseaux sociaux numériques? Alors, la première hypothèse que j'avais développée, c'était celle de la désacralisation. C'est l'idée que blogs, réseaux sociaux numériques et autres plateformes participatives font émerger un 5e pouvoir. On avait développé avec Marcia Grillo, que je remercie beaucoup pour sa participation à l'organisation de ce colloque. Elle a joué un rôle vraiment très important. Merci Marcia, qui est venue du Portugal pour cela. Et ce 5e pouvoir chargé de surveiller, critiquer, voire amender le 4e. Et ce faisant, certains chercheurs observent que ces plateformes contribuent malgré tout à une pluralisation de l'espace public. Par exemple, les blogs spécialisés dans le décryptage des autres médias, les sites participatifs ouverts aux amateurs,
Et on peut constater dans certains de ces cas qu'effectivement, ce qui va se dire sur ces blogs et ce réseau peut aller à l'encontre, parfois contredire l'opinion dominante des médias les plus traditionnels. En France, il y a plusieurs cas emblématiques. Celui du référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005, où les Français ont voté non, majoritairement, où effectivement la majorité des journalistes, des médias traditionnels étaient favorables au oui, et effectivement la victoire du non s'est largement dessinée dans la blogosphère et dans le lien de proximité. Le cas aussi du vote sur le mariage pour tous en 2013, il y a des travaux qui ont été faits et qui ont montré qu'effectivement là aussi, il y a une doxa journalistique très très favorable au mariage pour tous, et les oppositions les plus nettes, elles se sont retrouvées plutôt sur les blogs et les réseaux sociaux numériques. Et j'aurai encore d'autres exemples. Je pourrais prendre plus récemment le cas des élections primaires présidentielles, où effectivement les candidats des médias n'ont pas forcément été les favoris des réseaux sociaux, etc. etc. D'autres développent au contraire l'hypothèse de la resacralisation. Comme je l'ai dit, après l'avènement des clercs journalistiques, celui de l'infidèle. Et à travers même certains titres d'ouvrages de chercheurs français tels que Patrice Fichy, qui évoque le sacre de l'amateur, ou Philippe Breton, qui évoque le culte de l'Internet. Donc le sacre de l'amateur remplace-t-il effectivement celui du journaliste? La question est posée, en tout cas. C'est l'idée que la légitimité, l'autorité morale viennent de plus en plus des foules intelligentes, évoquées par Reingold et d'autres. Des travaux plus récents montrent notamment ceux de Louise Merzo, qui est également une médiologue, qui s'intéresse à la recherche de l'autorité via la visibilité sur les réseaux. Et certains se demandent, est-ce que c'est effectivement une extension de la démocratie, notamment au moment des printemps arabes? Beaucoup de collègues comme Toria Gaibes ont posé la question. Ou, au contraire, une nouvelle forme de populisme facilité par les technologies digitales. Et là, nous rejoignons une autre hypothèse, la dernière, celle de la mystification, qui est finalement la théorie désormais classique de la révolution confisquée. Ici, à Timișoara, on en sait quelque chose. C'est l'idée que, à la surface et en profondeur du web, influenceurs, curateurs, référenceurs et autres professionnels de la visibilité diffusent, rediffusent, prescrivent, recommandent avec des objectifs de rentabilité, parfois de propagande, ou tout simplement, plus modestement, des stratégies d'influence. Et c'est leur métier d'ailleurs. Parmi eux, le constat, c'est que les journalistes ne sont pas en reste. Ils participent de ce phénomène. Bon, les travaux d'Olivier Trédan, avec Mamadou Diallo, on a travaillé là-dessus aussi, Valérie Jeanne Perrier, Guillaume Cyr, on a essayé de montrer comment les journalistes essayent effectivement de faire partie de ces nouveaux professionnels de la visibilité sur le web, qui cherchent effectivement une autorité morale qu'ils n'arrivent plus à avoir dans les médias traditionnels. Arnaud Mercier également a travaillé sur ces questions. Alors on peut y voir une forme de reconquête du pouvoir symbolique là où il se trouve. C'est-à-dire qu'une nouvelle élite se reconstitue, et cette nouvelle élite, justement, elle est à cheval entre plusieurs mondes sociaux et plusieurs médiasphères, en particulier entre la vidéosphère, la graphosphère et la cybersphère, pour reprendre le terme de Régis Debray. Mais ce pouvoir n'est plus le même. Il n'a plus l'unité qu'il pouvait avoir dans les médias traditionnels. L'institution, c'est ce qui rassemble précisément ce qui est épars, ce qui est divers, et les journalistes des médias traditionnels avaient ce pouvoir instituant. Et ce pouvoir est désormais de plus en plus partagé, éclaté. Et du coup, il est difficile de faire émerger un collectif à partir de ces stratégies de plus en plus individualistes. Le journaliste Twittos, il a ses propres stratégies de personal branding, d'autopromotion personnelle, et chacun dans leur coin. Alors bien sûr, ils peuvent être en lien, ces journalistes Twittos, mais effectivement, la plupart du temps, ils ne le sont pas. C'est ce que montrent les travaux qui ont été faits là-dessus par mes collègues. En conclusion, quelles conséquences pour la formation des journalistes? À mon sens, aujourd'hui, les formations en journalisme doivent trouver un nouvel équilibre entre certaines formes de clôture, ce que Denis Ruelland appelle la clôture professionnelle sur le noyau dur, le discours professionnaliste, qui est important pour maintenir la cohésion du groupe, ce nous collectif que je viens d'évoquer, mais aussi à d'autres mondes sociaux sur les périphéries, des mondes sociaux avec lesquels les journalistes sont aujourd'hui obligés de composer, doivent partager le pouvoir symbolique. Bien précisément comme l'Église catholique l'a fait à son époque avec son adjournament au moment de Vatican II. On préserve l'essentiel, les rituels collectifs, les points essentiels de doctrine, mais on ouvre le dialogue. Ça a été évoqué effectivement par le représentant de la métropolie tout à l'heure. On ouvre le dialogue avec les autres acteurs, et en particulier les créateurs, les chercheurs, les entrepreneurs, les représentants des ONG qui composent la société civile,
Ce qui nous amène à peut-être à une réflexion plus globale, ce qu'on appelle aujourd'hui les digital humanities, l'humanité digitale, qui pourrait être le lieu privilégié de ces échanges et les institutions académiques, du coup, pourraient jouer un rôle plus actif qu'elles ne l'ont aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention.